Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer cette intervention, j'aimerais tout d'abord expliciter le titre que j'ai choisi, même si vous verrez, je risque de dévier encore un peu de la trajectoire déjà assez erratique que j'ai tenté de me fixer. Car ce n'est pas de géopolitique européenne, comme pourrait l'inviter à penser ce titre un peu méandreux, donc je le donne maintenant, de Yalta. Alors c'est de Yalta à Jérusalem, en passant par Istanbul, Riga, Kiev et Novi Sad, réécrire l'Europe sur ses frontières. Et donc, voilà, ce n'est pas de géopolitique européenne que je voudrais vous entretenir, mais bien de littérature. Et donc, c'est en tant qu'écrivain et pas en tant que géographe que je vais vous parler, puisque je considère que je n'ai plus vraiment la compétence pour parler en tant que géographe, puisque je suis un géographe défroqué, comme j'explique dans Jérusalem terrestre. Voilà, je ne vais pas remettre le froc aujourd'hui, même si on est à l'abbaye de la Grâce. Alors, pourquoi Yalta? Tout d'abord, Yalta est, d'après la légende, car selon les historiens, il y en a ici, cela ne s'est pas passé exactement comme on le dit, le lieu où furent tracées en 1945 les frontières actuelles de l'Europe. Alors j'ai éprouvé le besoin, à l'aube du XXIe siècle, de visiter ce lieu clé du siècle et du continent où je suis né. Fasciné par cette ville, j'ai décidé d'y situer mon premier roman, Alta Yalta, publié en 2010, qui était à la fois une réflexion sur les frontières de l'Europe et sur les travestissements de l'identité. Maintenant, pourquoi Jérusalem? Jérusalem était autrefois le lieu d'où partaient toutes les sources. Donc là, je vous renvoie au psaume numéro 87, « Toutes mes sources sont en toi ». Et Jérusalem, c'était une des trois sources de l'idée européenne avec Rome et Athènes. Aujourd'hui, Jérusalem est le lieu d'où partent toutes les frontières, toutes les nouvelles frontières. Comme je le rappelle dans Jérusalem terrestre, donc mon dernier livre, les premiers tronçons du mur de séparation ont été érigés en août 2001, soit 40 ans, quasiment jour pour jour, après le mur de Berlin. Et Jérusalem, c'est aussi donc une des sources majeures de l'épidémie de murs que connaît la planète depuis le début du XXIe siècle. Les spécialistes mesurent environ 18 000 kilomètres de murs érigés à travers le monde aujourd'hui. Le mur qui coupe Jérusalem de son arrière-pays palestinien, c'est le grand mur oriental, le pendant occulte et profane du mur occidental, puisque vous savez que c'est ainsi qu'on appelle le mur des lamentations, notamment en anglais un Western Wall, puisqu'il s'agissait du mur occidental du temple. Et donc c'est le mur qui nous sépare, nous occidentaux, de l'Orient. Un des murs, puisque maintenant il y en a plusieurs, mais c'est en tout cas le premier. Israël, d'une certaine manière, c'est le futur de l'Europe et peut-être du monde entier à l'ère du terrorisme transnational. Il suffit pour cela d'écouter les discussions de nos dirigeants sur la sécurisation des lieux publics, la grande question qui n'a d'ailleurs surgi bizarrement qu'après l'attentat de Nice le 14 juillet dernier étant, doit-on appliquer le modèle israélien en France aujourd'hui en termes de sécurité publique? Comme l'a écrit Paul Virilio dans une préface au livre de l'architecte israélien Eyal Weizman sur l'architecture des colonies israéliennes, c'est un livre dont le titre c'est « Une occupation civile, la politique de l'architecture israélienne ». Je pense que vous le trouverez ici. Paul Virilio écrit « La ville sainte est devenue la caisse de résonance suicidaire du nouveau millénaire ». Maintenant, pourquoi Istanbul, Riga, Kiev et Novi Sad? Autant de villes frontières que je connais bien, où j'ai vécu, où j'ai puisé la matière de mes livres. Car je ne me sens bien que dans les ports et les villes frontières, celles qui font lever la lourde patte, comme l'écrit Régis Debray dans Éloge des frontières. J'ai vécu en 2005 à Istanbul, ville à cheval entre l'Europe et l'Asie. J'ai vécu en 2006 à Riga, ville bilingue, à moitié russophone et à moitié lettophone. J'ai effectué de longs séjours de 2007 à 2010, puis en avril 2014, après Maïdan, à Kiev, ville déchirée linguistiquement et politiquement.
J'ai séjourné en septembre-octobre 2014 à Jérusalem, ville symbole de toutes les divisions de l'Europe et du monde. Enfin, je vis aujourd'hui, depuis février 2015, à Novi Sad, capitale de la province autonome de Voïvodine, deuxième ville de Serbie, située sur le Danube, fleuve frontalier s'il en est, puisqu'il servit à tracer le limès romain. Et qu'encore aujourd'hui, traverser le Danube est une expérience, puisque la Voïvodine est un lieu très différent du sud de la Serbie. Autrefois, ville cosmopolite, Novi Sad, c'était sous le nom allemand de Neustadt, c'est sous le nom hongrois de Újvidék, avec sa forteresse de Petrovaradin, de l'autre côté du fleuve, la plus grande ville de la frontière militaire. Et là, je traduis l'allemand Militärgrenze, c'est-à-dire la marche frontalière entre l'Empire austro-hongrois au nord et l'Empire ottoman au sud. Une zone peu peuplée, car sans cesse ravagée par les guerres entre les deux empires, est devenue dans sa partie croate, suite à l'opération Oluja, l'opération Tempête du 4 au 8 août 1995, une véritable province fantôme, vidée de ses habitants serbes, puisqu'il y eut 250 000 réfugiés qui quittèrent cette région et jamais repeuplée par les Croates. Et c'est quelque chose de très sensible, quand vous traversez cette région, on sentira à quel point elle est vide. Cette longue bande militaire qui s'étirait d'est en ouest correspondait à ce que les Serbes et les Croates appellent la Krajina, c'est-à-dire les confins. Elle allait de la mer Adriatique à l'ouest, aux portes de fer à l'est, là où le Danube, après de multiples contorsions, parvient à franchir le fer à cheval des Carpates. Aujourd'hui, Novi Sad n'est plus très cosmopolite. Les Hongrois, les Juifs, les Roumains, les Croates sont partis pour l'ensemble, remplacés par les réfugiés serbes venus de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. Mais les campagnes et les petites villes des environs sont encore très bigarrées dans leur population, avec des populations hongroises, ruthènes, slovaques, roms. Aujourd'hui, Novi Sad et la Voïvodine, plus que toute autre ville et plus que toute autre région en Serbie, sont tiraillées entre désir d'Europe et repli nationaliste. Alors mon postulat de départ, c'est que le sens de l'Europe, le futur de l'Europe, la vérité de l'Europe se situe sur ses frontières et non pas dans son triangle technocratique et bureaucratique. Ni à Paris, ni à Bruxelles, ni à Strasbourg, ni à Luxembourg ou Francfort, mais à Jérusalem, à Kiev, à Riga, à Saint-Pétersbourg, à Yalta, à Sarajevo. Et à ce propos, Nicolas Bouvier avait raison de considérer que les Balkans sont le cœur de l'Europe, je cite. Paris, Bruxelles ou Munich, trois villes touchées par les attentats récents, n'en sont que le cerveau, un cerveau bien malade aujourd'hui. Alors oui, c'est toujours dans les Balkans, de certaine manière, que l'Europe meurt et renaît. À Athènes, au Kosovo, on pourrait dire au Kosovo en 1389, avec la fameuse bataille du Kosovo, mais au Kosovo aussi en 1989, avec les provocations et l'instrumentalisation de la communauté serbe soi-disant opprimée par Milosevic. 10 ans plus tard, en 1999, avec le bombardement de l'OTAN à Sarajevo. En 1914, puis dans les années 90, avec le siège de Sarajevo par les milices serbes. L'Union européenne est morte au moins 2 fois dans les Balkans. Dans son incapacité à régler la crise yougoslave de 1991 à 2001, puis dans son incapacité à régler la crise grecque et ce qu'elle appelle très improprement la crise des migrants. Les Balkans sont une Europe miniature car ils représentent le plus inextricable écheveau de frontières, une mosaïque de peuples et d'États, encore aujourd'hui multiethniques, malgré la purification ethnique, ce sont des États encore multiethniques, sous tension où s'exacerbe ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. Alors, dans les Balkans, qui sont en quelque sorte une zone de colonisation intérieure de l'Europe par elle-même, comme l'ont montré tour à tour Régis Debray et Étienne Balibar, avec des points qui diffèrent légèrement, les frontières sont partout. On n'est jamais très loin d'une frontière dès qu'on voyage dans les Balkans, et j'en ai fait l'expérience de façon récurrente ces dernières années. Un citoyen européen qui a la chance, comme moi, de disposer d'un passeport en règle avec visa de séjour, sort
très facilement de la Serbie. Quand vous êtes à Novi Sad, vous êtes à 40 km seulement de la frontière croate, c'est-à-dire Vukovar, à 80 km de la frontière roumaine, c'est-à-dire Timișoara, à 90 km de la frontière hongroise, c'est-à-dire Subotica, et à moins de 100 km de la frontière bosniaque. Où que vous alliez dans les Balkans, vous avez toujours, depuis l'éclatement de la Yougoslavie, une frontière à franchir, qui est d'ailleurs très souvent un fleuve ou une rivière, quand il ne s'agit pas d'une ligne de crête. Chacun des grands cours d'eau qui traversent les Balkans, que ce soit le Danube, la Drave, la Save, la Drina et le Lim, dont le nom viendrait du latin limes, servent sur un tronçon de leur parcours de frontières entre l'une ou l'autre des anciennes républiques de la Yougoslavie, ainsi qu'entre celle-ci et leurs voisins. Alors, qu'est-ce que je suis allé chercher aux frontières de l'Europe? J'ai cherché le mystère du peuple européen comme peuple à venir, avec cette intuition qu'en Europe, le peuple à venir est aux frontières. Je crois que le peuple européen, s'il existe, ce sont ceux qui manient plusieurs langues, ceux qui vivent sur la frontière, à cheval entre plusieurs territoires, les travailleurs transfrontaliers, les émigrés, les réfugiés, les clandestins, les minorités sécessionnistes, irrédentistes ou en voie de disparition, tous ceux qui sont les premières victimes des guerres civiles européennes, yougoslaves ou ukrainiennes. Autrefois les juifs du Yiddishland, les Maranes, les Tziganes ou les Hutsuls, aujourd'hui les Roms de toute l'Europe, les Tatars de Crimée, les Ruthènes, les Aroumains, les Syriens et les Afghans, les immigrés anciens et récents, ce qu'on pourrait appeler la 29e nation européenne. Enfin, tous les captifs des frontières. L'Européen, l'Européenne, s'il existe, a toujours été et sera toujours un homme ou une femme frontière. Car l'Europe, et là je parle de l'Europe dans son ensemble, n'est pas seulement des Balkans, est le plus formidable tissu de frontières et de particularisme du monde. Alors aujourd'hui, en 2016, après la crise grecque, après la si mal dénommée crise des migrants, qui n'est que la crise des valeurs de l'Union européenne, après le Brexit, l'Europe n'a jamais été si proche du gouffre. Ma conviction, c'est que la littérature a le pouvoir, et peut-être même, dirais-je, le devoir, de réécrire l'Europe, de redécouvrir les limites et les potentialités du mot, de l'idée Europe. Et ma conviction, c'est que plusieurs écrivains, dont quelques-uns sont des amis, se sont attelés à cette tâche, comme Kerouac et ses amis de la Beat Generation s'étaient attelés à la tâche de redécouvrir et de réécrire l'Amérique à la fin des années 50, en la traversant d'est en ouest à plusieurs reprises, matériellement, comme dans leurs livres. Et la question que j'aimerais me poser ici, aujourd'hui, avec vous, c'est celle de la position de l'écrivain contemporain, et plus particulièrement du romancier face aux murs et aux frontières. De tout temps, les frontières ont fasciné les écrivains. Mais que peut l'écrivain européen, aujourd'hui, face aux frontières? Que peut-il dire de plus que le géographe, l'historien, l'anthropologue, le politologue, le documentariste ou le reporter? Quelle peut être son échelle, son point de vue, ses moyens, son ton, son rythme ou son souffle? Pour répondre à cette question, je développerai deux esquisses. Dans un premier temps, je me permettrai quelques rappels d'histoire littéraire de manière à montrer que la frontière est un schème structurant de la littérature européenne de la deuxième moitié du XXe siècle. Dans un second temps, je verrai comment l'écrivain peut partir à l'assaut des frontières, de toutes les frontières, de manière à réécrire l'Europe qui se délite sous nos yeux. Alors, en schématisant un peu, je pense qu'il est possible de distinguer trois attitudes de la littérature européenne contemporaine face aux frontières. Ces trois attitudes dessinent selon moi trois paraboles. Une première parabole que j'appellerai la parabole du veilleur, une deuxième parabole que j'appellerai la parabole de l'arpenteur, et une troisième parabole enfin que j'appellerai la parabole du passeur. Pour vous parler de la parabole du veilleur, je prendrai ici appui sur trois œuvres.
Le désert des Tartares, 1940, de Dino Buzzati. Le rivage des Syrtes, 1951, de Julien Gracq. Et En attendant les barbares, 1980, de John Maxwell Coetzee. Alors, en tant que Sud-Africain, ce dernier nous emmène un peu en dehors de l'Europe, mais en tant qu'écrivain blanc de langue anglaise, il est issu de la colonisation. Il s'agit donc d'un écrivain européen d'Afrique et pas à proprement parler d'un écrivain africain. Le veilleur, le guetteur ou la sentinelle est un personnage sur le qui-vive, un héros au sens assez classique du terme, un il avoué, le lieutenant Drogo chez Buzzati, ou un il masqué, le jeu narrateur, Aldo chez Gracq, ou le magistrat qui est le héros et le narrateur du roman de Coetzee. Ce personnage sédentaire et solitaire se confronte à un EUX, invisible, introuvable, fantasmatique et nomade. Un seul point de vue domine, celui du narrateur ou de l'auteur, qui est presque toujours un point de vue surplombant. Mais la frontière n'est jamais franchie complètement et l'on demeure, au final, dans le continu et l'homogène. Il convient cependant de distinguer trois types de rapports à l'autre. Chez Buzzati, la sentinelle guette le barbare en vain. Chez Gracq, elle suscite sa venue. Et chez Coetzee, elle s'unit à lui. Le point commun de tous ces livres, c'est qu'ils se situent dans un espace imaginaire. Chez Gracq, la seigneurie d'Orsena face au Fargestan. Chez Coetzee, l'Empire face à la barbarie. Se déroule dans une époque indéterminée et l'action se joue le long d'une frontière métaphorique qui est d'une certaine manière la frontière de l'Europe ou de l'Occident. Le temps de ces romans est un temps linéaire, monotone et répétitif. C'est le temps de l'attente. Un temps qui s'écoule comme du sable ou comme du sang, métaphores qui reviennent souvent dans les trois romans. Les deux figures majeures de ce dispositif sont d'une part la ligne droite et continue, et d'autre part le point. La ligne droite et continue, qui peut être ligne d'horizon, ligne des glaces, ligne d'ombre, ligne de partage. Dans Le rivage des Syrtes, il s'agit de la ligne continue d'un rouge vif de la chambre des cartes. Cette ligne est la frontière, limite à ne pas franchir. Car sur la carte, du moins, la frontière est une ligne. L'autre figure, c'est le point de partage. C'est le point noir qui hypnotise à la fin du désert des Tartares le lieutenant Drogo. Mais c'est aussi, dans Le rivage des Syrtes, l'île de Vezzano, laquelle dessine, je cite, l'image d'un point noir isolément piqué sur la nappe bleue de la mer. Ce point est celui d'un monisme moral. Cette ligne est celle d'une fiction téléologique. L'histoire et le dénouement se dirigent vers un but final annoncé d'avance. La frontière est une marche, un front dormant, mais qui se réveille périodiquement ou menace de se réveiller. C'est une frontière fantôme, fascinante, obsessionnelle, qui se confronte avec l'horizon. Au-delà se déploie une vaste étendue stépique ou désertique, une vraie mer morte, selon les mots de Gracq. Cependant, si la frontière semble être sur les cartes une ligne droite, continue, idéale, si elle semble se confondre avec l'horizon, elle s'avère dans la réalité une zone, la zone de la marche frontière. D'ailleurs, la région où se déroule l'action d'En attendant les barbares s'appelle les marches. Et cette zone est une zone de friction. Ici, je cite Coetzee dans En attendant les barbares. Et la ligne qui indique la frontière sur les cartes de l'Empire deviendra floue et illisible jusqu'à ce que, Dieu merci, on nous oublie. Quant à Orsena, dans Le rivage des Syrtes, il est dit, je cite, que la notion même de ces frontières se perdait. Dans cette zone de friction, dans cette marche frontière, la rumeur et le fantasme jouent un rôle crucial. Ils remplissent le vide, habitent le silence et aggravent graduellement la tension de cette atmosphère obsidionale de veillée d'armes. La scène clé de ce dispositif est la scène de l'observation.
Le veilleur scrute en permanence l'horizon. Le titre officiel d'Aldo, dans le rivage des Syrtes, est celui d'observateur. Quant au magistrat, en attendant les barbares, il veille à ce que l'Empire ne se comporte pas comme les barbares. Il est la dernière conscience éclairée, la dernière vigie de l'Empire devenu barbare par l'usage de la torture. Et c'est donc un point de vue d'emblée surplombant dans ces romans qui fait la part belle à la description. Le livre de Coetzee, d'ailleurs, s'ouvre sur la scène d'une sentinelle scrutant l'horizon avec des lunettes de soleil, lesquelles intriguent le narrateur, car il s'agit d'une invention nouvelle, ce qui permet de situer le lecteur d'emblée dans un temps lointain. De tous les sens, c'est la vue qui est la plus importante dans ces romans. Le regard du lecteur y est fortement fléché. Par exemple, dans Le rivage des Syrtes, Aldo se plonge dans la tension absorbante du guet. Plus loin, il se tient comme un veilleur sur sa tour. Vous avez plusieurs métaphores comme ça qui assimilent le narrateur à un veilleur. Dans En attendant les barbares, les personnages montent matin et soir sur les toits et au sommet des tours pour scruter le monde d'un horizon à l'autre à l'affût des barbares. Alors j'appellerais cette littérature une littérature continentale. On sens non seulement du continent européen, dont elle trace les limites, mais au sens aussi de ce qui est homogène, continu. En tant que telle, elle n'est pas seulement européenne. Elle appartient pleinement au XXe siècle et trouve ses sources au XIXe siècle. On y décèle l'héritage de Jünger, je pense à Sur les falaises de marbre, mais aussi de Pouchkine, je pense à La fille du capitaine, et de Tolstoï, je pense à Jimouat. Elle met en scène une confrontation entre un dedans et un dehors, une lutte du civilisé, le dedans, l'espace de la cité, et du barbare, le dehors obscur et sauvage, le monde de la rumeur. Ce qui se joue ici, c'est l'affrontement millénaire entre le sédentaire et le nomade, le territoire et le réseau, l'empire des Lumières, chez Coetzee, ou l'État-nation, la cité-seigneurie d'Orsena, qui se pense et se considère comme une espèce d'empire du milieu. Et d'autre part, la tribu anonyme, ou le Far East, Fargestan au nom tabou, population de sable mouvant, mosaïque barbare, écrit Julien Gracq. Dans cette dialectique, il n'y a pas de place pour un entre-deux. Tout sépare l'un de l'autre, l'ici d'un ailleurs ou d'un là-bas, qu'il ne vaut mieux pas nommer. Le roman adhère à la fonction et à la fiction cartographique. Les impuissances du héros valident le tracé de la frontière et la tentative d'assaut est toujours ratée malgré la devise insolente et peut-être ironique des Aldobrandi, finesse transcendam. Le franchissement de la frontière, dans une tension qui crée le suspense de l'intrigue, est sans cesse repoussé à plus tard, dans un temps d'après le roman. Et en ce sens, ce sont tous des romans de l'échec. Si on compare les deux livres qui sont à mon avis les plus proches, celui de Gracq et celui de Coetzee, on verrait qu'ils ont en commun de mettre en scène un narrateur qui rédige après les événements une sorte de rapport ou de mémorandum sur la frontière. Le livre écrit étant, d'une certaine manière, le condensé de ce mémorandum, l'esprit de l'histoire, pour reprendre une expression de Gracq. Cette réflexion sur l'histoire est reprise et approfondie par Coetzee. Mais chez Coetzee, la frontière entre le barbare et le civilisé se brouille peu à peu. L'exercice de la torture plonge le civilisé du côté des barbares. Mais pas seulement l'exercice de la torture, car le magistrat comprend qu'il est lui aussi un barbare parce qu'il s'est approprié le corps de la jeune femme qu'il prétendait sauver en couchant avec elle. Il y a donc deux formes de violation et d'animalisation de l'autre, la torture d'une part, pratiquée par le colonel Jost et les hommes sous son commandement, d'autre part, la possession physique de l'autre, pratiquée par le magistrat, lequel avoue d'ailleurs à la fin du livre, je cite, « J'étais le mensonge que l'Empire se raconte quand les temps sont favorables, et lui la vérité que l'Empire proclame quand soufflent les vents mauvais. Deux faces du pouvoir impérial, rien de plus, rien de moins. » On observe donc une évolution de Buzzati à Coetzee vers davantage d'ironie, davantage de second degré.
Coetzee dynamite le dispositif de l'intérieur pour mieux dénoncer la situation sud-africaine. C'est de loin le plus politique des trois romans. Ces dispositifs romanesques sont souvent une manière de dénoncer une situation géopolitique bien particulière, mais en la nimbant d'une aura intemporelle. La littérature est élevée au rang de mythe, la métaphore pourrait décrire de nombreuses situations réelles. En entendant les barbares peut décrire tout aussi bien l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, le conflit israélo-palestinien, l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, la guerre contre Daesh, etc. L'avantage majeur de ces romans, c'est d'être insituables dans le temps et l'espace, donc indémodables. Dans les dernières pages d'En attendant les barbares, le magistrat écrit, je cite, « Quand les barbares seront vraiment à nos portes, peut-être alors abandonnerai-je les périphrases d'un fonctionnaire doté d'ambition littéraire et commencerai-je à dire la vérité. » Ce faisant, le narrateur dénonce deux choses. Premièrement, le fait que le roman Mémorandum n'est qu'une parabole. Deuxièmement, le fait qu'il n'est, lui, narrateur, que le porte-parole de l'auteur. Alors, pour résumer, je dirais que ce dispositif littéraire, trop schématique, ne convient pas à lui seul pour décrire la complexité de la frontière à l'époque de la mondialisation. Ces livres sont à relire aujourd'hui pour mieux comprendre le roman de nos politiciens, la menace qui est sans cesse brandie par notre empire global, menace des barbares, des terroristes, manichéisme et besoin de justification des crimes commis au nom de nos valeurs. Pour développer la parabole de l'arpenteur, je prendrai appui ici sur trois œuvres qui sont chacune à leur manière des explorations des frontières de l'Europe. Le premier livre, c'est Le Journal du voleur, 1949, de Jean Genet. Le deuxième, c'est Danube, 1986, de Claudio Magris. Et ensuite, j'en ai le temps, mais ça m'étonnerait, je vous parlerai des 4 fictions réalistes publiées en Allemagne entre 1992 et 2001 par Sebald. Donc Vertige, Les Anneaux de Saturne, Les Immigrants et Austerlitz. De toute manière, si je n'ai pas le temps de développer sur ce point, vous pouvez retrouver une analyse dans mon livre « Dans les ruines de la carte ». Alors, le journal du voleur de Genet est avant tout le journal d'un déserteur de l'armée, d'un déserteur de la nation. C'est une des premières explorations littéraires de l'Europe, avant même l'Europe buissonnière de Blondin. On y assiste à des franchissements successifs de frontières. Une des scènes clés à cet égard est le passage de Tchécoslovaquie en Pologne, et à un devenir étranger du narrateur. La frontière est tendue comme un miroir, et le voyage est vécu avant tout comme une quête intérieure. Genet a évoqué à plusieurs reprises l'émotion causée par le franchissement des frontières. Je cite, « Le passage des frontières et cette émotion qu'il me cause devrait me permettre d'appréhender directement l'essence de la nation où j'entrais. Je pénétrais moins dans un pays qu'à l'intérieur d'une image. Naturellement, je désirais la posséder, mais encore en agissant sur elle. » Dans Un captif amoureux, son dernier livre publié, qui relate son engagement auprès des fédayines palestiniens, Jean Genet écrit, je cite, « Finalement, la marche, ou la marge frontalière, est l'endroit où la totalité d'une personne humaine, en accord et en contradiction avec elle-même, s'exprime le plus amplement. Toute personne s'approchant de la frontière devient Machiavel, sans oser affirmer que la marge demeure cet endroit territorial où la totalité est possible, il serait peut-être humain d'étendre territorialement les marges, sans bien sûr détruire les centres, puisque ce sont eux qui permettent les marges. La frontière, en ce sens, n'est plus seulement une marche, mais en tant que ligne idéale, elle devient la possibilité d'une marge, le lieu d'élection du marginal, de l'homme atopique. Là, je vous renvoie à un livre d'Éric Bonnargent, Atopie. En tant que telle, la frontière n'existe que pour être franchie, mais elle provoque une forme de tremblement ou de scission de tout l'être. Cette scission, ce dédoublement, n'est pas vécu comme un échec, mais comme la voie d'accès à une nouvelle forme de plénitude. L'arpenteur est presque toujours un jeu, J-E, narrateur qui coïncide avec l'auteur, chez Genet ou chez Magris, ou qui s'avoue très proche de lui chez Sebald. Lorsqu'il dialogue avec un autre, ce dernier peut devenir son double, je pense au lien entre le narrateur et Austerlitz dans le livre éponyme. Il ne s'agit d'ailleurs pas vraiment de roman, mais de récits autofictifs où le moi est très présent,
mais où la parole des autres est parfois relatée. La scène clé de ce dispositif est l'exploration, le plus souvent à pied. L'Europe, écrite à ce propos George Steiner, c'est, je cite, ce qui se parcourt à pied, c'est le paysage à taille humaine. Aussi bien la distance maximale qu'un réfugié peut parcourir à pied que la distance maximale que peut couvrir un fantassin, un régiment, une armée d'invasion. Genet parcourt l'Europe à pied, Magris flâne le long du Danube, Sebald marche de longues heures sur le rivage. L'arpenteur marche le long de la frontière ou du rivage. L'écriture vise à baliser le territoire. Il s'agit d'une écriture cartographique. L'espace, dans ces livres, est rigoureusement balisé, l'époque surdéterminée, la frontière démultipliée. La frontière est partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. De ce fait, on franchit un pas de plus dans le métaphorique. La frontière devient tout aussi bien mentale, psychologique, historique que géographique. Le temps ne s'écoule plus de façon linéaire, c'est au contraire le temps cyclique du recommencement permanent, comme le Danube, qui n'a pas une seule source, ni même une seule embouchure. La figure majeure de ce dispositif est la ligne courbe, le méandre ou le cercle. Je pense aussi au roman de Yannick Enel, Cercle, où le triple héritage Genet, Magris, Sebald est revendiqué, voire même l'île ou le labyrinthe, figure récurrente des livres de Sebald. Claudio Magris écrit à propos de Danube, je cite, « Danube est tout entier un livre de frontières, un voyage pour tenter de dépasser et de franchir les frontières, non seulement nationales, mais aussi culturelles, linguistiques, psychologiques. Frontières dans la réalité extérieure, mais aussi à l'intérieur d'un individu, frontières qui séparent les zones cachées et obscures de la personnalité et qui doivent elles aussi être franchies si l'on veut connaître et accepter jusqu'aux composantes les plus inquiétantes et les plus difficiles de cet archipel qui constitue l'identité. » L'écrivain arpenteur est l'homme en proie au doute, l'homme qui éprouve toujours une angoisse au carrefour, une appréhension du franchissement. De fait, le franchissement n'est jamais complètement assumé. Même dans Danube, Magris ne passe jamais complètement à l'est. Lorsqu'il se rend en Yougoslavie ou en Roumanie, c'est sur les traces des minorités allemandes, de Voïvodine ou de Transylvanie. Magris reste en quelque sorte prisonnier non du limès romain, mais du monde mytholo-européen, de la Cacanie de Musil, dont le Danube était le vrai trait d'union, le seul liant. C'est le mythe de la Mythalo-Europa, l'Autriche-Hongrie disparue, qu'il cherche partout et qu'il croit partout retrouver le long du Danube, alors qu'il pourrait s'intéresser davantage aux vestiges de l'Empire ottoman. Il semble d'ailleurs que, passé Budapest, Magris n'ait plus grand-chose à nous dire, comme le fait observer Mathias Hénard dans Boussole, par l'intermédiaire du personnage de Sarah. Et ce passage de Boussole m'a fait relire les pages que Magris consacre à la Voïvodine, et j'ai été frappé par le fait que Magris ne s'intéresse en effet en Voïvodine qu'aux traces de la culture allemande. Surtout, il semble à ce moment du livre que Magris soit déboussolé. Il se met à remonter le fleuve à contre-courant de Bela Tserkva à la frontière roumaine, à Subotica à la frontière hongroise, avant de partir pour la Transylvanie. Et on sent bien qu'il n'est plus très à l'aise en Yougoslavie. Alors, cette littérature d'arpenteur qui aime les plis, voire les replis, même si c'est pour les dénoncer, est en quelque sorte une littérature insulaire, car elle vise toujours, au final, à circonscrire un espace, à reconnaître et baliser un territoire. Dans la littérature récente, l'écrivain russe Vassili Golovanov est un des plus parfaits représentants de cette littérature insulaire, avec L'île ou Éloge des voyages insensés. Ce roman est une Robinsonade qui propose une réflexion magistrale sur le Grand Nord, sur la dernière frontière de la Russie, de l'écoumène, de l'humanité. Mais ce qui est au départ du livre, c'est une fascination enfantine pour la forme de l'île, laquelle est une frontière repliée sur elle-même, une totalité close. Alors, ce dispositif littéraire, s'il mérite d'être dépassé, me semble assez pertinent pour décrire l'échec de la construction européenne. L'Europe sera un archipel ou ne sera pas. Tant qu'elle se considérera comme une île, ce qu'elle n'est pas, ou comme une forteresse, ce qu'elle devient sous nos yeux, tant qu'elle se considérera comme un continent, ce qu'elle n'a jamais été vraiment, elle sera vouée à disparaître, à s'autodétruire. Soit par la pression des forces centrifuges qui mèneront à son éclatement, soit par absorption des forces centripètes qui mèneront à son engloutissement. Certes, à l'heure du Brexit, on pourrait croire que les forces centrifuges dominent aujourd'hui, mais c'est un leurre.
En vérité, les forces centripètes qui ramènent l'Europe à ses racines, au mythe du sang, au mythe de la terre, sont aujourd'hui beaucoup plus violentes, beaucoup plus insidieuses. Vouloir fixer l'identité européenne, vouloir faire de l'Europe un nouvel État-nation centré sur le couple franco-allemand, c'est aussi la mener tout droit à l'échec. Alors, pour évoquer à présent la parabole du passeur, j'ai choisi 3 œuvres qui vont nous éloigner quelque peu de la littérature européenne. Tout d'abord, Sur la route, 1957, de Kerouac. Ensuite, La frontière de verre, 1995, de Carlos Fuentes. Et puis, pareil, si j'ai le temps, mais je pense qu'il va me manquer, l'œuvre de Glissant, notamment Tout monde et le traité du tout monde. Alors, j'ai choisi Kerouac, mais j'aurais pu tout aussi bien choisir Nicolas Bouvier et L'usage du monde, puisque Bouvier est en quelque sorte, à nous, Européens de langue française, notre Kerouac. Mais si j'ai choisi Kerouac, c'est avant tout parce que je lui ai emprunté le titre de cette conférence, Réécrire l'Europe. C'est un clin d'œil à l'entreprise folle de Kerouac qui visait, en déroulant le rouleau sans alinéa de On the Road, à réécrire l'Amérique selon ses propres mots. Ces livres ont en commun de permettre une assomption, voire une invention d'un nous. La Beat Generation, à cet égard, était un nous puissant. Il propose même un dialogue, voire une fusion entre nous et vous. Il tente de relier ceux qui sont séparés. Dans La frontière de verre, de Carlos Fuentes, dont le titre en espagnol est La frontera de cristal, le titre a d'ailleurs inspiré une célèbre chanson de Calexico, Crystal Frontier, est décrite à travers 9 récits, la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Seulement, le livre est devenu sombrement prophétique à l'époque où Fuentes publie son livre, Le mur de séparation, The Wall of Shame, comme le surnomment ses détracteurs, n'a pas encore été dressé entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est un mur encore inachevé, mais qui atteindra plus de 3000 km de long lorsqu'il sera terminé. Si la frontière est dite de verre, ou plutôt de cristal, selon le titre original, c'est non seulement parce qu'elle est transparente, dans le sens où, à l'époque, elle est quotidiennement traversée par des milliers de transfrontaliers, mais aussi parce qu'elle a l'effet coupant du verre. Elle traverse les êtres humains dans leur quotidien, dans leur intimité. Enfin, si elle est dite de cristal, c'est parce qu'elle brille. Elle est un miroir aux alouettes, un leurre qui attire des êtres en perdition. Si j'ai choisi ce livre, c'est parce que c'est l'un des rares qui décrivent l'avènement d'un nous comme communauté transfrontalière. À un moment, l'un des protagonistes du livre dit ceci, je cite, « Je ne suis pas mexicain, je ne suis pas gringo, je suis chicano. Je ne suis pas américain aux États-Unis, ni mexicain au Mexique. Je suis chicano partout. Je n'ai pas à m'assimiler à quoi que ce soit. J'ai ma propre histoire. La moto servait à transporter rapidement des mots écrits d'un côté à l'autre de la frontière. Telle était la contrebande de José Francisco, de la littérature des deux côtés, pour que les uns et les autres se connaissent mieux, disait-il, pour qu'il existe un nous des deux côtés de la frontière. Ces écrivains qui questionnent et mettent en doute la frontière sont tout à fait conscients de l'hybridation de l'espace entre le réel et l'imaginaire. Et on y retrouve souvent une idée qui me tient à cœur, celle que tous les pays, tous les peuples sont imaginaires. À propos d'un autre personnage, Carlos Fuentes écrit, je cite, « Il évita de regarder en bas de peur de découvrir une chose horrible qui ne se voyait peut-être que du ciel. Il n'y avait plus de pays, plus de Mexique. Le pays était une fiction, ou plutôt un rêve prolongé par une poignée de fous qui crurent un jour en l'existence du Mexique. » L'intrigue, s'il y en a une dans ces livres, car souvent il y en a plusieurs, se déroule dans un temps multilinéaire, dans un espace fondamentalement discontinu. Je pense à Kerouac, qui recommence plusieurs fois le voyage vers l'ouest. Et la figure majeure de ce dispositif littéraire, c'est la ligne brisée, discontinue, le saut dans l'espace, le blanc, le tiré. Je pense à l'usage du tiré chez Kerouac. Kerouac a théorisé toute une philosophie du tiré qui serait le symbole de cette ligne brisée. Et la scène clé du dispositif est le franchissement, voire l'infiltration, le passage de l'autre côté, l'aller-retour de part et d'autre de la frontière. Kerouac a le premier revivifié le mythe de la frontière comme front pionnier. Sur la route est un livre pionnier car c'est le livre de la redécouverte de l'Amérique. Contre tous les enrégimentements de la vie nord-américaine, la marginalité d'une existence vagabonde y est sublimée. Dans l'ultime périple qui mène les protagonistes du livre au Mexique,
se produit l'accomplissement d'une reconnaissance. En ce sens, Sur la route affirmait la possibilité de redécouvrir l'Amérique, à la fois en deçà et au-delà de l'image idéologique, stéréotypée, standardisée de l'American Way of Life. Alors, cette littérature qui assume la discontinuité de l'espace-temps et la pluralité des expériences de la frontière, je l'appellerai une littérature archipélagique. Et c'est cette potentialité archipélagique de la littérature qui m'intéresse aujourd'hui au plus haut point. C'est la raison pour laquelle la figure de Glissant, comme penseur et comme écrivain, est importante pour moi dans cette esquisse que j'ai tentée ici, puisqu'il a théorisé la pensée et l'écriture en archipel. Dans cette littérature archipélagique, les échelles et les focales sur la frontière sont démultipliées. L'auteur prend le parti de l'hétérogène et du métissage et propose une approche baroque et pluraliste de la frontière qui n'est pas une négation de la frontière, mais un défi lancé à celle-ci. Alors, j'ai été longtemps fasciné par le rivage des cirques, mais j'ai fini par saisir ce qu'il y avait de monolithique, de monotone et de monodique dans cette attitude de veilleur d'un homme seul face à la frontière. Je pense aujourd'hui qu'on n'est jamais seul face à la frontière, même dans un no man's land, même dans cette si mal nommée terre de personnes. D'autres sont toujours passés par là, d'autres passeront plus tard. Il y a un babil de Babel à la frontière, les voix se dénouent dans plusieurs langues, les oreilles se tendent dans plusieurs directions, des multitudes de récits et de micro-romans prennent sans cesse naissance sous nos yeux. Et je crois qu'il est important aujourd'hui d'être attentif à cette polyphonie fondamentale des frontières. D'où le besoin que j'éprouve de plus en plus dans ce que j'écris d'aller vers la polyphonie. En conclusion de cette première esquisse, je dirais qu'il ne faut pas voir dans ces trois paraboles trois moments successifs de la littérature européenne et occidentale de la frontière. Si j'ai choisi à chaque fois des livres d'époques différents, tout en restant dans une période qui va en gros de 1940 à l'an 2000, c'était pour montrer qu'il s'agit de trois traditions concomitantes, trois approches rivales, trois attitudes face à l'autre, face à l'étranger, trois manières différentes de dire ce qui nous relie, ce qui nous sépare. Et je passe à présent à ma deuxième esquisse, donc l'écrivain à l'assaut des frontières. Un mythe hante l'histoire de la littérature et des formes romanesques, celui de la liberté absolue de l'écrivain. Alors cette liberté absolue n'existe pas. La liberté de l'écrivain est une liberté grande, pour reprendre le titre d'un recueil de Julien Gracq, mais ce n'est pas une liberté absolue. Dans un article de 2010 consacré à la rentrée littéraire 2009 et à l'affaire Karski-Enel, Patrick Boucheron se pose la question suivante. Que peuvent apporter les romans à l'histoire ? Rappelant dans son titre et à plusieurs reprises dans le corps de l'article la phrase de Kafka sans cesse agitée par Enel pour défendre son entreprise, « Toute littérature est assaut contre la frontière », il en profite pour interroger les frontières de l'histoire et de la littérature. Il distingue au moins trois seuils d'insuffisance. Premièrement, insuffisance des forces romanesques à faire littérature. Deuxièmement, insuffisance du récit journalistique à dire le monde. Troisièmement, insuffisance de l'écriture académique à donner l'histoire en partage. Ces trois seuils d'insuffisance, seule la littérature, la vraie littérature, celle qui interroge ses propres moyens, peut nous aider à les franchir. Tout le problème de l'affaire Karski-Enel se situe là. Les historiens, en se saisissant de l'affaire, ont cloué au pilori un livre qui ne faisait qu'interroger les zones de faiblesse de l'histoire. En gros, ils ont accusé un roman de faire de la littérature, alors que ce qui les gênait dans le fond, c'était la possibilité pour la littérature d'explorer les silences et les zones interdites de l'histoire. Quant à Yannick Enel, il s'est retrouvé prisonnier de son propre dispositif, de ce qu'il a nommé lui-même son éthique narrative, au point de clamer face à Claude Lanzmann, qui l'accusait de falsification, que son Jan Karski était le vrai Jan Karski. Et dans un magnifique plaidoyer pour la littérature, Patrick Boucheron dépasse ce clivage en rappelant que, je cite, « c'est en littérature que s'exprime tout ce qui creuse le temps des historiens, le déni et l'oubli, les filations rompues, ce que l'on sait vrai mais que l'on ne veut pas croire, les délires de la mémoire, l'interminable nuit blanche du silence. » La question que nous aimerions nous poser ici est la suivante. Que peuvent apporter les romans à la compréhension de la géographie de notre temps et à ce schème structurant de la géographie, la frontière? Quel assaut la littérature peut-elle tenter contre les frontières de notre Europe et de notre monde? À leur manière, les écrivains voyageurs, en 2007, dans leur bruyant manifeste pour une littérature monde en français, ont tenté de répondre à ce défi. Ce faisant, ils ont soulevé des questions capitales, mais restant accrochés aux chimères de quelques utopies contemporaines que j'ai dénoncées dans Les ruines de la carte, ils ont proposé des résolutions naïves, simplistes et critiquables.
Cela dit, voici les questions capitales qui ont permis de réveiller et sur lesquelles j'aimerais revenir ici. Première question, celle des frontières du réel. Deuxième question, celle des frontières du genre romanesque et de la littérature. Et troisième question, celle des frontières de la langue et du langage. J'aimerais donc tout d'abord parler des potentialités de schématisation et d'imagination de la littérature face à ce que nous tenons pour réel. Et cela nous ramène à la parabole du veilleur et au point de vue surplombant d'un Buzzati, d'un Gracq ou d'un Coetzee. Cela nous ramène aussi donc à cette affaire Karskienel, car l'écrivain ose dire ce que l'universitaire ou le journaliste n'ose pas. Lorsqu'il est question d'histoire, il s'agit souvent pour l'écrivain de mettre en lumière une thèse oubliée ou niée. Il s'en prend alors au tabou de l'histoire. Alors on l'accuse de schématiser, de caricaturer, d'extrapoler, de mêler le vrai et le faux, d'imaginer, d'inventer des situations de toutes pièces. On l'accuse de faire de la littérature, de pratiquer son métier d'écrivain. S'agissant de géographie, la question est tout aussi délicate, même s'il est rare, au fond, qu'un écrivain soit accusé par les géographes de falsifier la géographie. Si l'on ne voit pas l'histoire se dérouler, de même que l'on ne voit pas l'herbe pousser, comme disait Pasternak, il est encore plus difficile d'être conscient de la géographie changeante, des frontières fluctuantes de son temps, de son monde. La forme d'une ville, hélas, change plus vite que le cœur d'un mortel, écrit Gracq en paraphrasant Baudelaire au début de La forme d'une ville, et nous avons tous vérifié un jour ou l'autre la pertinence de ces paroles. Alors, l'écrivain n'est pas un prophète, mais ivre de postérité, il aime prendre les paris. Il appelle cela l'anticipation. C'est son pari sur la postérité. C'est un avantage majeur par rapport aux journalistes et à l'universitaire qui sont contraints, eux, au vraisemblable. Cependant, l'écrivain ne cesse de vérifier que la réalité dépasse toujours la fiction. Et c'est tout particulièrement vrai dès qu'il s'agit de géopolitique. Alors, je vais vous donner quelques exemples personnels. En août 2010, je publie Alta et Alta, mon premier roman, où j'imagine la deuxième guerre de Crimée dans le port de Sébastopol. D'ailleurs, le Tatar, le personnage central du livre, croit que la Crimée n'est pas une presqu'île, mais une île, qu'elle n'est pas ukrainienne, mais russe. Et il s'attend donc dans le train Moscou-Simferopol à franchir 2 fois la frontière et à prendre même le ferry. En mars 2014, Poutine lui donne raison en annexant la Crimée au terme d'une campagne éclair, quoique méditée depuis longtemps. Et aujourd'hui, la Crimée est de nouveau russe, et avec sa frontière lourdement surveillée, c'est en quelque sorte une île inatteignable pour les Ukrainiens comme pour les Occidentaux. En avril 2014, je publie La ligne des glaces, mon 3e roman, sur la fermeture des frontières extra-communautaires au nord-est de l'Europe, toujours face à la Russie, dans des pays baltes imaginaires, remixés, que j'ai appelés la Grande Baronnie, et qui me servaient de miroir déformant tendu à l'Europe occidentale. Aujourd'hui, en 2016, seulement 2 ans plus tard, c'est à la fermeture des frontières intercommunautaires que nous assistons, donc suite à la si mal dénommée crise des migrants et avec le Brexit et les sorties en cascade qui l'inaugurent peut-être. En octobre 2015, je publie Jérusalem terrestre, où j'affirme que le mur de séparation est un leurre qui ne protège pas les Israéliens, mais sert uniquement à contrôler, dominer, poursuivre l'occupation, l'expansion territoriale, l'annexion des terres et la séparation des Palestiniens de leurs frères. Et j'y écris, je cite, « Le mur, censé stopper les poseurs de bombes, risque fort de devenir une bombe à retardement. » Et au moment de la publication du livre est déclenchée la 3e intifada, l'intifada au couteau, qui se poursuit aujourd'hui et qui prouve que ce mur ne peut pas empêcher les attentats. Alors, je n'écris pas de romans politiques ou de romans à clé. À la rigueur, j'écris des romans géopolitiques, mais dans le sens abstrait. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'exotisme du roman d'espionnage, c'est une configuration spatio-temporelle. Dans La ligne des glaces, la configuration frontalière, nordique et maritime. Dans Le mur oriental, qui est le titre provisoire du roman que j'écris actuellement, ce qui m'intéresse, c'est le mur de séparation. La situation qu'il crée, la coupure dans le paysage, entre les personnages, peu importe le lieu où l'on se situe, car encore une fois, les noms de pays seront imaginaires et la géographie remixée. Le roman ne vise alors qu'à percer une brèche, c'est un travail d'artificier, voir ce qui se produit dans les interstices et les intervalles. Et tous les personnages, toutes les voies narratives du livre se situeront dans un entre-deux, entre 2 pays, entre 2 langues, entre 2 temps.
Alors, j'aimerais parler à présent des potentialités d'exploration et de description de la littérature. Et cela nous ramène à la parabole de l'arpenteur et aux errances d'un Genet, d'un Magris, d'un Sebald ou d'un Golovanov. L'écrivain va là où l'universitaire et le journaliste ne vont pas. Il s'intéresse à l'infraordinaire, au trivial, à l'indicible, au tabou. Il chapade, il flâne, il rôde un peu partout et bouscule les hiérarchies établies, notamment entre le sacré et le profane. Ce faisant, il n'est pas seulement veilleur, arpenteur ou passeur, il peut devenir chasseur-cueilleur, bricoleur, contrebandier, braconnier, il se rêve parfois archéologue ou anthropologue. En ce sens, il a tout à gagner à apprendre et pratiquer les méthodes des scientifiques. Cependant, évidemment, ses objectifs ne sont pas les mêmes. Pour ma part, l'écriture de La Ligne des Glaces partait de mon échec en tant que doctorant en géographie humaine. Quand j'ai compris que la frontière que j'ai cherchée partout était intérieure, intime et infinie, je suis retourné vers la littérature, qui était ma première passion, et j'ai abandonné ma thèse en cours. Je pensais que seule la littérature pouvait dire cet infini de la frontière. Et donc, les livres que j'écris viennent de l'insatisfaction que j'ai longtemps éprouvée devant les moyens et les résultats de la géographie comme discipline scientifique face à l'ambivalence, à la pluralité, à l'épaisseur, à l'infini de la frontière. La frontière est le lieu même de l'inépuisable. On ne peut pas épuiser la richesse d'une frontière. C'est le sens de La Ligne des Glaces. Le roman se présente ainsi comme une sorte de fable sur le caractère infini des frontières. Samuel Vidou, le narrateur, doit tracer au pixel près, le répète plusieurs fois l'ambassadeur, la frontière entre la Grande Baronnie et un voisin menaçant qui n'est jamais nommé dans le roman, mais que devine. Et il se rend compte peu à peu qu'au pixel près, cette frontière est infinie. Et c'est pourquoi il se désintéresse de sa mission. Le but du livre était de critiquer la fiction et la fonction cartographique qui ne sont plus le mode dominant de présentation des différences et de la diversité humaine. Je cite ici Étienne Balibar. L'idée majeure développée dans le livre, qui est à la fois une critique et un éloge paradoxal des frontières, est inspirée des mathématiques fractales et du théorème de Mandelbrot sur la longueur de la côte de Bretagne. Et tout cela est expliqué dans les ruines de la carte. Alors, je pense que le roman, en tant que genre fondamentalement hybride, est le plus à même de sonder l'ambivalence infinie de la frontière. Pour finir, j'aimerais évoquer les potentialités de transmission et de traduction de la littérature. Et ce troisième point nous ramène à la parabole du passeur et aux polyphonies d'un Glissant ou d'un Fuentes. L'écrivain, face à la frontière, a le pouvoir de porter la voix des indésirables. Pour ce faire, doit-il se mettre dans la peau des réfugiés et des passeurs? C'est là une véritable question. L'écrivain peut expérimenter dans son corps la violence de la frontière. Il lui suffit de suivre les parcours des hommes et des femmes frontières, de vivre les mêmes pièges et les mêmes humiliations. Ce que j'ai tenté dans Jérusalem terrestre, c'était de ne plus voir les frontières d'en haut, mais d'en bas. J'ai tenté de changer de point de vue, de devenir, en quelque sorte, palestinien, de redevenir un enfant face au mur, de passer face au mur de la plongée, point de vue surplombant de l'homme sentinelle, à la contre-plongée, point de vue du dominé, de l'indésirable infantilisé. S'accroupir à hauteur d'un enfant qui regarde la cime d'un mur est en soi une expérience littéraire. Être dans une position d'humilité, ressentir l'enfermement de l'autre, mais aussi de soi-même. Une expérience fondamentale pour moi fut celle de vivre à Istanbul parmi les Maghrébins du marché de l'Alélie pendant plusieurs mois en 2005. Et j'envisageais alors d'entreprendre une thèse de géographie sur les migrations entre l'Europe et le Maghreb en Turquie. C'était l'époque de la fermeture des principales routes migratoires pour l'accès à l'Europe du Sud. Le détroit de Gibraltar et le canal de Sicile se verrouillaient. Par conséquent, les émigrants maghrébins se déplaçaient vers l'Est, vers la Turquie, vers le Bosphore, espérant franchir la frontière de l'Europe via les îles grecques ou à travers le fleuve Évros qui trace la frontière entre la Grèce et la Turquie. Et ces émigrants vivaient dans une précarité extrême. Ils étaient rejetés par les Turcs, qui les considéraient avec le mépris qu'ils ont souvent pour les Arabes. Les deux communautés ne se côtoyaient que pour affaires. Les immigrants étaient bernés par les passeurs turcs. Les Tunisiennes se livraient à la prostitution. Il y avait beaucoup de violence entre les immigrants. Et j'ai souvent pensé écrire un roman à partir de cette expérience, mais je n'y suis jamais parvenu, alors que je dispose largement du matériau suffisant du fait de mon immersion prolongée dans ce milieu et de tous les témoignages que j'ai récoltés. Mais c'est là que se pose, selon moi, une question d'éthique.
Car là encore, la liberté de l'écrivain est grande, mais elle n'est pas absolue. Il doit répondre de ce vice impuni qu'est la littérature. Il doit respecter une éthique narrative. Il peut parler au nom des réfugiés. Il ne peut pas parler à leur place. À la rigueur, il peut se glisser dans la peau d'un passeur, car nous sommes tous, nous, les Occidentaux, les Européens, les maîtres de l'empire global, soit veilleurs, guetteurs, soit arpenteurs, soit passeurs. Nous ne sommes pas, nous ne sommes plus, nous ne sommes pas encore des immigrants ou des réfugiés. Ceci est très bien mis en lumière dans le roman de Hakan Günde, Encore. Le narrateur du roman est un enfant passeur, comme il y a des enfants soldats. Et Günde évite l'écueil qui consisterait à se mettre dans la peau d'un enfant migrant. D'ailleurs, à un moment du livre, il se moque de l'attitude journalistique à travers le personnage de Maxime, un journaliste français aspirant écrivain, qui consisterait à vivre parmi les réfugiés syriens sur un canot à travers la Méditerranée et à s'approprier cette expérience, à faire, comme on dit, un buzz sur le dos de ces martyrs de la mondialisation et de la guerre tous azimuts que sont les réfugiés. Et je crois qu'il convient de se tenir à l'écart d'une littérature de bons sentiments, sans frontiéristes, qui ne ferait qu'exploiter les malheurs d'autrui pour faire chialer les chaumières. Nous pouvons faire parler ces voix coupables qui nous traversent, mais ce ne sont que des voix, ce ne sont pas des hommes de chair et d'os. Et c'est là, je crois, que se situent les limites de la polyphonie. C'est là que la polyphonie devient vraiment du faux-bourdon, quelque chose qui sonne faux lorsqu'on croit pouvoir parler à la place de l'autre. Et ceci nous ramène en fait à la phrase de Kafka. Car en vérité, lorsque Yannick Enel répète « toute littérature est assaut contre la frontière », il déforme consciemment ou inconsciemment la citation de Kafka. Kafka n'a jamais écrit « toute littérature est assaut contre la frontière ». Si l'on rouvre le journal, à la date du 16 janvier 1922, on peut lire « Diese ganze Literatur ist ein Ansturm gegen die Grenze ». Toute cette littérature est un assaut contre les frontières. Et je vais vous lire à présent l'extrait en entier dans la traduction de Marthe Robert. J'ouvre les guillemets. Toute cette littérature est un assaut contre les frontières. Et si le sionisme n'était intervenu, elle aurait pu aisément aboutir à une nouvelle doctrine secrète, à une cabale. Il lui reste des dispositions pour cela. Il est vrai qu'une telle tâche exige du génie. Un génie combien incompréhensible qui s'enracine à nouveau dans les anciens siècles, ou recrée les anciens siècles, et ne dépense pas toutes ses forces dans ce travail, mais commence seulement à les dépenser. Alors de quelle littérature Kafka nous parle-t-il ici? D'une littérature juive essentiellement, celle que lit Kafka, celle qu'il écrit, celle qui le poursuit la nuit, celle qui l'empêche de vivre comme les autres hommes, le contraint à la solitude et à l'insomnie, l'oblige à veiller, le conduit peut-être à la folie. Ce que dit Kafka, ce n'est pas que la littérature qui le travaille est un assaut contre les frontières du réel, du genre ou du langage. Non, ce qu'il dit, c'est que cette littérature est un assaut contre l'écrivain lui-même, contre les frontières de l'écrivain, contre ce qu'il appelle la dernière frontière terrestre. Et cette dernière frontière terrestre, c'est la peau, ce qu'il y a de plus profond en l'homme, selon le mot célèbre de Paul Valéry. L'écrivain, le véritable écrivain, comme le véritable artiste, laisse sa peau, il se sacrifie, il se martyrise au nom d'une cause qui le dépasse. Cet aspect de la création littéraire et artistique a été formidablement diagnostiqué par Paul Audy dans Créer, qui prend plusieurs exemples révélateurs, notamment ceux de Thomas Bernhard, Beckett ou Van Gogh. De là, le risque d'aboutir à une nouvelle doctrine secrète, une cabale, une forme de religion de la souffrance. Mais tout cet aspect tragique des choses est dépassé par Kafka, qui se permet une petite pointe d'humour lorsqu'il écrit « Si le sionisme n'était intervenu ». Le sionisme, en tant que cause nationaliste, peut protéger l'écrivain juif et cosmopolite du risque de sombrer dans la folie, et de fait, le sionisme, comme ce fut le cas du communisme, va servir de dérivatif à bien des penseurs et des écrivains juifs, absorber leurs talents, les happer vers une cause qu'ils croyaient plus grande que la littérature, que le livre. Et voici, d'après moi, le véritable enseignement de la phrase de Kafka. Pour l'écrivain, la littérature est à la fois ce qui le relie à l'humanité et ce qui l'en sépare. Écrire est une activité à la fois solitaire et solidaire, je cite ici Camus, qui nous sépare du proche et nous relie au lointain. Écrire nous exile de la famille, écrire nous déporte loin de la patrie, écrire nous écorche vif, écrire nous sépare de nous-mêmes. Écrire, c'est aussi prendre le risque d'affronter une véritable perte d'identité, un devenir autre, comme le dit Deleuze, fondamental. Et le roman polyphonique, dans ce cas-là, peut être un moyen de donner la parole à toutes les voix qui sont en nous, d'ouvrir la cage du pluriel captif en nous-mêmes. Alors, il est temps pour moi de conclure. En 2016, je crois qu'il est temps, et qu'il est grand temps pour nous, de réécrire l'Europe, cette Europe
dont nos ancêtres ont rêvé et qui s'effondre et s'effiloche sous nos yeux. Des artistes, des écrivains, des intellectuels, des traducteurs, des hommes de théâtre, de cinéma, partout, des hommes de bonne volonté s'y attellent. Pour lutter contre la langue désincarnée de l'Europe communautaire, pour lutter contre le jargon de l'union de la traite et des traités, nous, les écrivains européens, nous, les vigies, nous, les arpenteurs, nous, les passeurs, nous devons inventer une autre langue, inventer enfin la langue européenne. Et nous savons, grâce à Fernand Braudel et à Umberto Eco, que la langue commune de l'Europe, c'est la culture et la traduction, c'est-à-dire le contraire des racines, des nations et de l'identité. Et nous devons creuser cette idée vertigineuse, comme le fait Camille de Toledo, en animant la Société européenne des auteurs et la plateforme TL Hub, ou en inventant dans Oublier, trahir, puis disparaître, une langue hybride, comme le fait Mathias Sénard, en explorant en véritable archéologue, avec boussole, les sédimentations des rythmiques orientales dans la musique classique occidentale, comme le fait Arnaud Bertina, en explorant les désirs d'Europe des uns et les désirs d'Afrique des autres, émigrants d'hier et réfugiés d'aujourd'hui, comme le fait André Markovitch dans toute son œuvre de traducteur et dans Partage, nous faisant entendre ce que cela signifie de vivre en russe, de la Bretagne à la Sibérie, de Brest à Vladivostok, comme le fait Claro sur son blog et dans ses traductions. Et comme nous le ferons avec Mathieu Larnaudier et le collectif Inculte, en proposant très bientôt un livre des places pour étudier la manière dont s'invente chez les jeunes de toute l'Europe et peut-être du monde entier une opinion publique transfrontalière, transnationale, comme le font tant d'autres écrivains partout en France et en Europe, comme je tente de le faire pour ma part en explorant ces lieux qui nous séparent, que pour mieux nous relier, nos frontières qu'il convient aujourd'hui de revivifier, de réhabiliter, de repeupler, de démocratiser, pour qu'elles ne se fichent pas, encore une fois, en murs de béton ou de barbelés.